bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la digitalisation de la fonction finance. Premier webinaire d'une longue série de webinaires où effectivement, nous allons vous parler de la transformation numérique de la finance. Alors, quand je dis nous, je pense à trois acteurs. Le CIC Nord-Ouest et le département innovation représenté par Jean-Louis Basquin, qui est à ma gauche, à 1,50 mètres exactement de moi, pour le respect des gestes barrières. Dans le nous, il y a également la DFCG représentée par Cédric Fradin, président de la DFCG Normandie, qui est avec nous en duplex depuis Paris. Bonjour Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Et Julien Trucy, qui représente la Euratechnologie, et donc qui est chef de projet pour l'incubateur Folk. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors, juste avant de démarrer, question pratico-pratique et pour le bon déroulement de ce webinaire, je vais demander à chacun de couper vos micros. Et pour les questions-réponses et pour vos remarques durant ce webinaire, vous pourrez utiliser le chat. Voilà. Mais pour qu'il n'y ait pas d'interférence, je vous remercie à tous de couper vos micros. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose donc aux trois acteurs que je viens de présenter, on va nous décrire un peu vos missions et les actions concrètes que vous menez dans le cadre de vos différents organismes. Peut-être en commençant par toi, Jean-Louis. Donc voilà, si tu veux nous décrire notamment les missions de Start Innovation. Donc bonjour à tout le monde. Donc Start Innovation, c'est une marque du groupe CIC qui recentre. Si vous pouvez juste couper vos micros. Ouais. Il y a encore des micros qui ne sont pas coupés, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, Start Innovation, c'est une marque du CIC qui concentre l'innovation. On travaille sur trois axes. Le premier axe, c'est effectivement de donner toutes les chances aux startups et aux sociétés innovantes de se révéler, de se développer dans le territoire. Donc, en les finançant, évidemment, mais pas que, en les mettant en relation à la fois avec des investisseurs, des mentors, des industriels ou des sociétés commerciales. C'est un peu le but de ce webinaire. D'ailleurs, vous allez voir, vous allez en découvrir une quinzaine au cours de ce masterclass. Alors ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est que nous aidons aussi à la transformation numérique de nos clients dits traditionnels. Je n'aime pas ce mot-là, mais on va dire, si je veux faire une différence entre les startups et nos clients corporels traditionnels, où nous présentons les technologies de manière à ce que nos clients puissent entamer leur transformation numérique. À ce titre, on a déjà fait des masterclass sur l'UX, on a fait des masterclass sur l'industrie 4.0, on a fait aussi quelques masterclass sur la visibilité. On attaque aujourd'hui avec la DFCG un masterclass sur la finance. Et le troisième point qu'on travaille chez Start Innovation, c'est comment irriguer notre groupe d'innovation à travers ce que l'on peut observer. D'accord, voilà. Très bien. Bon. Merci Jean-Louis pour cette présentation très claire. Cédric, si vous pouvez nous dire quelques mots sur la DFCG et sa mission. Oui, alors la DFCG est aujourd'hui le réseau de référence, la première association nationale des dirigeants financiers du contrôle de gestion. Alors, son objectif, c'est de proposer des espaces d'échange, de partage, de réflexion à ses adhérents pour contribuer à leur développement et perfectionnement tant professionnel que personnel. Pour cela, il y a déjà 3000 adhérents aujourd'hui à la DFCG, soit à peu près 1800 PME et ETI qui sont représentés. Il y a environ 300 événements qui sont animés en local et au niveau du national. Deux gros événements au niveau national, le Financium et les journées du contrôle de gestion. 35 000 participants environ chaque année. À peu près 80 formations également qui sont assurées au niveau de la DFCG et 22 clubs qui visent à ouvrir la réflexion sur un certain nombre de thématiques en fonction évidemment des appétences des uns et des autres, parmi lesquels, et j'en citerai que quelques-uns, DFCG contrôle de gestion, DFCG SI et digital qui nous concernent d'ailleurs directement dans le cadre de ces webinaires, DFCG banque et assurance. Voilà, toute une multitude de clubs de réflexion qui, en plus de ça, produisent des tribunes et des cahiers techniques. Un petit focus sur la DFCG Normandie en quelques mots. La DFCG Normandie, c'est aujourd'hui un peu plus d'une centaine
d'adhérents, dont à peu près une trentaine d'étudiants. Donc, je tiens effectivement là à le préciser, une orientation également vers les écoles, finance, contrôle de gestion. 3 pôles qui sont animés avec des responsables, Rouen, Caen et Le Havre, et 5 clubs qui sont en déclinaison locale, des clubs qui sont animés au niveau national, DFCG au féminin, DFCG étudiants, DFCG contrôle de gestion, DFCG SI et digital et DFCG banque et assurance. Très bien, merci, merci Cédric. Julien, quelques mots sur Euratechnologies? Oui, bonjour à tous. Je suis hyper content de faire partie de ce webinaire. Donc, en 2 mots, Euratechnologies, c'est le principal écosystème tech en France et un des principaux en Europe. On a été créé il y a plus de 10 ans. On a constitué dans une ancienne usine textile qui avait fermé ses portes à la fin des années 80 un écosystème hyper dense qui représente à peu près 5000 personnes dans lequel on regroupe des grandes entreprises, des laboratoires de recherche, des startups et des centres de formation avec pour objectif de faire émerger des nouvelles entreprises qui vont proposer des solutions innovantes sur le marché et fixer de l'emploi sur le territoire. Donc, on est certainement le seul écosystème technologique à avoir pour indicateur principal de performance la création d'emplois. Ce qui fait qu'en fait, on est très axé sur la pérennisation des sociétés. Voilà. De manière un petit peu plus précise, je vais vous parler du programme FALC, qui est celui que j'ai monté. C'est un programme qui est sur 4 verticales, finance, assurance, légale et cybersécurité, qu'on a construit en partenariat avec des acteurs privés qui vont apporter une expertise métier à notre approche. Donc, on a le Crédit Agricole, BPCE Natixis, le Barreau de Lille, l'EDEC, l'Université catholique de Lille, l'ICSAT, qui est l'école des avocats, et les chambres de notaires et des huissiers de la région. Et l'objectif, c'est de proposer un terrain de jeu hyper efficace pour les startups qu'on accompagne avec nos partenaires pour développer très rapidement des offres qui sont intégrées ensuite chez nos partenaires. Voilà. Et évidemment, on bosse de manière très proche avec l'ensemble des acteurs du territoire, et le CIC fait aussi partie des gros partenaires de la technologie actuellement. Très bien, merci. Donc, c'est vrai qu'à l'écoute de vos présentations, on comprend vite comment l'association de ces 3 acteurs et vos missions respectives nous amène à bâtir ce masterclass avec cette série de 8 webinaires sur la digitalisation de la fonction finance. Te concernant, Jean-Louis, de ton point de vue, pourquoi ce masterclass sur ce thème, digitalisation de la fonction finance? Alors, pourquoi? Je sais qu'on m'entendait mal tout à l'heure. C'est bon, vous m'entendez bien là? C'est bon? Ok, super. Donc, j'ai vu dans l'Express et dans LinkedIn ce week-end la disparition de la banque. Donc, on l'annonce depuis les années 70. Donc, si je fais juste un tout petit historique, en 70, l'informatique allait rendre la banque la sidérurgie de demain. Ça, c'est le premier acte. Ensuite, il y a eu les grands soirs des fintechs, c'était en 2008, où là, on s'est dit les fintechs vont remplacer les banques, et est arrivée la conformité, la RGPD, c'est ça qui font que les fintechs n'ont pas remplacé les banques, mais se sont plutôt associés avec des banques et ont redistribué le jeu. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 2008, sont arrivées encore 2 nouvelles technologies dont on parlera, notamment le big data, le machine learning, en fait, l'explosion de la data et de l'heure noire, et surtout aussi la notion de blockchain. Et là, on voit une 3e vague de disruption arriver. Alors, arriver sur ce qui est en premier disrupté par les nouvelles technologies, c'est tout ce qui est lié à de l'information. Or, la finance et la banque, ce n'est que de l'information. À l'opposé, par exemple, de la food ou du bâtiment, où là, j'ai de la construction, j'ai des matières concrètes à bouger. Quand je ne manipule que de l'information, j'ai forcément plus tendance à être disrupté que si je suis dans le bâtiment ou dans le food. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il était important de faire comprendre à tous nos clients, nos prospects et nos partenaires que nous sommes peut-être à l'aube d'une 3e vague. C'est ça qu'on va essayer de vous faire comprendre pendant ces webinaires. D'accord. Alors, te concernant, Cédric, voilà, en tant que représentant de l'EFCG, est-ce que tu partages ces objectifs décrits par Jean-Louis dans le cadre de ce masterclass sur la digitalisation de la finance? De ton point de vue, qu'est-ce que tu attends et quels sont tes objectifs? Alors, évidemment que je partage le point de vue de Jean-Louis. Je pense qu'on a déjà partagé
en aparté. L'objectif de ce masterclass et de ces webinaires est clairement d'accompagner les directions financières, mais également les autres décideurs financiers dans leur veille. Une veille qui s'intègre plus que jamais dans leur mission et de partager sur les principaux enjeux technologiques des années à venir. Alors, des enjeux technologiques, et on aura l'occasion d'y revenir, qui, au-delà de porter sur la recherche de gains de productivité qu'on a eu, et Jean-Louis l'a dit indirectement au travers de l'informatique, des ERP, doivent constituer avant toute chose de véritables leviers de compétitivité. C'est un véritable changement. Avant, on recherchait des gains de productivité, de la rentabilité. Là, on veut effectivement créer de la valeur. Et nul doute d'ailleurs que ces nouvelles tendances digitales des prochaines années vont viser à continuer d'accompagner les entreprises dans leur structuration et dans leur différenciation. Et en cela, véritablement, à accroître la création de valeur. Merci Cédric. Julien, je vais quand même te laisser nous dire, toi, tes attentes et tes objectifs que tu attends de ce masterclass. Oui, tout à fait. Bah, écoute, je suis complètement d'accord évidemment avec ce qui a été dit par Jean-Louis et Cédric. On est en train de voir une transformation très profonde depuis quelques années de la société et des acteurs économiques. Nous, ce qu'on propose à Eura Technologies, c'est de pouvoir en fait mettre en relation des startups qui sont en train de développer des produits et de l'innovation vers des PME, des clients, des ETI, des grandes sociétés qui, elles, ont des besoins d'innovation. Et tout ça dans un objectif donc macro qui est celui de dynamiser le tissu économique français et voire européen. Et puis au niveau macro, de pérenniser des entreprises pour fixer de l'emploi. Donc vraiment, l'objectif pour moi de ce webinaire, c'est de mettre en relation des gens qui sont en train de développer des structures et des produits innovants avec des gens et des patrons, des décideurs qui, eux, sont en recherche d'innovation. Très bien, merci. Bon, alors, vos objectifs sont clairement posés. Ces objectifs étant maintenant connus et assumés, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'un monde changeant avec la digitalisation, la transformation numérique. Là, on affiche un slide reprenant effectivement 3 piliers de la transformation. Jean-Louis, si tu peux nous commenter ce slide et ces 3 piliers. Oui, on va faire un premier tour de chauffe pour 1 ou 2 minutes chacun sur ce qu'on conçoit dans les piliers de la transformation. Alors, il y a la transformation numérique, bon, on en parle depuis assez longtemps, on en prend conscience depuis vraiment 2-3 ans. Parce que quand je parlais de ça il y a 10 ans, on me regardait déjà avec des gros yeux. Il y a 2-3 ans, on commençait à en parler sérieusement. Et alors là, depuis le Covid, on ne parle plus que de ça. En gros, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit en bourse ou dans l'activité de tous les jours, les facteurs de résilience et de performance, c'est le degré d'implication d'une société, d'une affaire, pas au sens sociétal, hein, au sens business, dans la transformation numérique, digitale et ou sociétale. Alors, on parle des trois. Moi, juste un point entre le numérique et le digital. Pour moi, le digital, c'est tout ce qui sort de la boutique, alors que le numérique, c'est tout ce qui concerne les process internes. Bon, c'est un peu subtil. En termes de transformation sociétale et environnementale, on voit tous à peu près ce que ça veut dire. Mais il faut bien comprendre effectivement qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le facteur de résilience, le facteur d'export, le facteur de performance, c'est vraiment le degré de transformation de n'importe quel business dans ces 3 piliers-là. Ça, c'est aujourd'hui, plus personne n'est en train de discuter de ça. Voilà, c'était ma vision. On va voir celle de Cédric. Oui, Cédric, est-ce que tu partages cette vision? C'est vrai qu'on l'avait déjà un peu évoqué, mais moi, je vais peut-être prendre ma casquette d'intervenant enseignant. Moi, je vais un peu donner une distinction académique de cette différenciation entre la transformation numérique et la transformation digitale. La transformation numérique, et Jean-Louis l'a dit, ça touche au process. La transformation numérique, c'est la transformation d'informations qui sont contenues dans des documents pour les transposer en données numériques. Voilà, si j'avais effectivement à donner une définition. Donc, on y associe généralement la démat, principalement, et je le disais tout à l'heure, des enjeux de productivité dans les process. Ça, c'est une première chose. La transformation digitale, c'est tout autre chose.
un pilier majeur, la data, et le big data en l'occurrence, avec des volumes plus importants, une variété des données, une vitesse de circulation, des capacités de traitement de plus en plus importantes, et un enjeu essentiel de création de valeur. Je l'ai déjà dit lors de ma vision sur la transformation digitale, donc orientée usage. Et dernier point peut-être, l'interconnectivité, c'est-à-dire le nomadisme, la capacité qu'on a demain effectivement à partager cette donnée. Et petit point sur lequel je reviendrai certainement ultérieurement, c'est que je pense que la prochaine transformation qui va accompagner cette transformation digitale, c'est également une transformation managériale. Attends. Julien, te concernant les enjeux de cette transformation avec ces 3 piliers? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais forcément appuyer sur un pilier un tout petit peu différent. Je pense que ce qui fait aujourd'hui la grande spécificité de cette transformation, c'est qu'elle est en train de toucher de manière très, très, très exhaustive l'ensemble des acteurs, qui soient des acteurs économiques, soit des acteurs gouvernementaux et aussi la société. Et je pense que ça va avoir des implications extrêmement fortes. On sent déjà évidemment les implications actuelles. Ce que disait Jean-Louis est très vrai aussi sur l'évolution avec le Covid, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont fait des sauts hyper importants en quelques semaines, quelques mois, alors qu'elles pensaient qu'elles ne les feraient qu'en quelques années. Et je pense que vraiment cette approche sociétale et environnementale rend en fait la vague qu'on est en train de surfer, j'ai envie de dire qu'on la surfe, extrêmement profonde. Moi, je pense notamment, et je rejoins à ce que disait Cédric tout à l'heure, les nouvelles façons de travailler, une nouvelle façon d'appréhender son rôle quand on est au sein d'une société. Donc, par effet miroir, la façon avec laquelle les managers vont devoir appréhender leurs équipes, quel accès au talent avec le télétravail. Enfin, je veux dire, il y a énormément de transformations, notamment sociétales, qui sont, à mon avis, extrêmement importantes et qui doivent être très, très, très bien appréhendées en fait, par l'ensemble des acteurs économiques. Alors, dans le cadre de ces différentes transformations que vous avez évoquées, si on fait un focus sur la transformation que connaît la fonction de la finance, effectivement, là, on vous a représenté dans ce diagramme, on a modélisé le métier du directeur financier. Alors d'hier, quand je dis d'hier, pas si loin que ça, de 2000, où on voit effectivement que ce métier de directeur financier est fragmenté et siloté en plusieurs pans d'activité, avec une logique, si je puis dire, d'optimisation des flux transactionnels, comme on le voit à travers ce slide. Métier qui aujourd'hui, et quand on vous écoute, change. Là, on parle de 2000, est en train de changer maintenant et sera encore amené à changer dans un futur très proche. Et notamment un changement qui va nous tendre vers alors une autre modélisation de cette fonction finance. Il y a un micro qui doit être... Il y a un micro qui devrait être coupé. Voilà. Qui ne doit pas être coupé, merci. Et donc, oui, alors une nouvelle modélisation, une nouvelle vision qu'on a du métier et de la fonction en finance, représentée par ce slide-là. Julien, notamment, alors est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ta vision sur ces changements qui concernent les directeurs financiers, toutes les personnes qui travaillent et qui sont de près ou de loin concernées par la fonction de la finance? Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour bien comprendre ce qu'on essaye de mettre en place, il faut vraiment appréhender cette transformation qu'on est en train de vivre depuis quelques années dans sa globalité. Et l'appréhender dans sa globalité, c'est reconnaître qu'elle transcende elle transcende en fait les acteurs économiques, elle va bien au-delà des acteurs économiques et elle a des implications, comme je le disais juste avant, des implications sociétales qui sont extrêmement fortes. Donc, du côté des acteurs économiques, il y a évidemment une nouvelle façon d'appréhender sa production, une nouvelle façon de gérer sa relation client, la consommation et tout ça, le produit, le cycle d'innovation qui sont complètement changés aujourd'hui. Mais du côté sociétal, il y a aussi des implications qui sont très fortes, notamment la façon de travailler qui est en train d'être complètement changée, les attentes aussi des employés. Et puis, il y a aussi la mesure de performance pour les entreprises qui est maintenant est beaucoup plus inclusive
et qui n'inclut pas uniquement des problématiques financières. Donc, in fine, on se rend compte que cette transformation, elle perturbe de manière assez forte toute l'architecture opérationnelle des entreprises. Et c'est pour ça qu'on est passé d'un schéma très linéaire en silo, départementé, que tu as présenté sur le premier diagramme, vers un ensemble qui est beaucoup plus circulaire et beaucoup plus intégré, sur lesquels on voit sortir des pôles. Donc, nous, on en a fait ressortir quelques-uns là qui nous paraissent essentiels. Et ces pôles, il faut bien comprendre qu'ils ne sont absolument pas indépendants, qui sont interconnectés les uns aux autres et que les évolutions des uns se font en symbiose avec les évolutions des autres. Donc, si vous prenez par exemple la dématérialisation, évidemment, cette dématérialisation, elle a un impact très fort sur la façon avec laquelle les décisions vont être prises. Elle a un impact très fort aussi sur les problématiques légales, les problématiques juridiques. Je pense qu'on reviendra dans un instant sur la conformité, par exemple. Elle induit aussi des problématiques sur la sécurité, la cybersécurité notamment. Elle a permis de faire sortir des nouvelles façons, des nouveaux moyens de paiement. Elle permet aussi de faire d'avoir accès à à une nouvelle typologie de financement. Et elle a un impact plus globalement sur le cash management. Moi, ce que je pense essentiel avec tout ça, c'est que cette nouvelle façon circulaire de voir les choses nous fait rentrer dans l'ère de la donnée. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec cette dématérialisation et cette numérisation, on est capable de collecter de la donnée. Et l'enjeu essentiel sur les 10, 15, 20, 25 prochaines années, ça va être comment est-ce qu'on appréhende et comment est-ce qu'on gère cette donnée. Évidemment, il y aura des implications extrêmement concrètes sur comment vous allez piloter votre activité, le niveau d'efficacité, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'offre-service, des relais de croissance, mais ça ouvre aussi des énormes problématiques qui sont encore très peu adressées malheureusement sur comment est-ce qu'on gère cette donnée, comment est-ce qu'on la collecte, comment est-ce qu'on est sûr que cette donnée elle est de qualité, comment est-ce qu'on est sûr qu'on est conforme face aux législateurs. Et ça, c'est un sujet qui est abordé, mais qui est encore trop peu implémenté auprès des acteurs économiques. Il y a évidemment l'autre souci qui est celui de la sécurité. On verra, je pense, dans des prochains webinaires à quel point, même pour des grands groupes établis, cette notion de sécurité de la donnée, elle est encore très, très, très balbutiante. Et puis, il y a un troisième point qui me paraît essentiel et qui aujourd'hui n'est pas encore complètement abordé, c'est celui de qui possède cette donnée, comment elle peut être utilisée et sous quelle législation elle tombe. Je pense que c'est des sujets qui sont absolument essentiels à aborder et qui découlent de cette approche circulaire. Il faut aussi comprendre, à mon avis, que cette approche circulaire elle a une implication forte qui est celle qu'on rentre dans une approche de totale expérience. En fait. Et la totale expérience, elle se définit comme en fait, au service des clients et des parties prenantes des entreprises, quels qu'ils soient, que ce soit des clients internes ou des clients externes. Et elle a trois implications assez fortes. C'est évidemment l'expérience client, l'expérience utilisateur, mais aussi l'expérience employée, qui est extrêmement importante à mon avis. Et elle permet en fait d'aligner l'approche de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise sur ces trois axes hyper importants. À mon avis, ça a deux implications. La première, première implication, c'est retenir et attirer des talents, parce qu'il ne faut pas oublier, malgré tout ce qu'on peut dire, qu'une entreprise, c'est des gens. Et plus on a de talent dans une entreprise, mieux c'est. Et les nouvelles façons de travailler aujourd'hui vont permettre à des gens, au marché du travail, d'être beaucoup plus concurrencés par des acteurs extérieurs. Moi, je regarde actuellement ce qui se passe un peu sur le marché de l'emploi. Il y a énormément d'offres qui sont aujourd'hui proposées en fully remote. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être intégré dans une société pour en faire partie. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir accès à du talent, des gens qui sont en Inde, des gens qui sont en Chine, des gens qui sont aux États-Unis. Et ces gens, il va falloir les retenir. Donc ça, cette approche Total Experience est extrêmement importante. Juste pour revenir un tout petit peu concrètement, je voudrais vous donner quelques grilles de lecture pour ce qui va se passer par la suite. Comment nous, on fonctionne en tant qu'incubateur, accélérateur dans l'implémentation de l'innovation chez nos clients et chez nos partenaires. On fonctionne sur trois axes qui sont essentiels. Le premier axe, c'est la co-création.
Donc, vous avez des gens qui ont des startups, qui ont des offres produits, une technologie qui intéresse. En fait, ils se lient avec des acteurs qui pourraient être vous, par exemple, pour co-créer un produit qui réponde parfaitement aux attentes, soit de vos attentes internes, soit des attentes de vos clients. Je vous donne un exemple. On a une société qui est en train de développer un logiciel qui permet de cartographier et de gérer en fait le leg du patrimoine numérique. Et c'est une approche qui a extrêmement intéressé BPCE. Et BPCE est en train de co-construire avec l'équipe ce produit à destination de ses clients. Le deuxième volet, le deuxième axe, c'est celui qui est lié à la recherche de cas d'usage. Donc, vous avez une technologie, vous avez une équipe qui vous plaît. Vous ne savez pas exactement comment ça peut s'implanter, mais par contre, vous restez très ouvert à la recherche de cas d'usage qui peuvent en fait s'appuyer sur cette technologie pour répondre à une de vos problématiques. Là, j'ai un autre exemple très concret, c'est celui d'une société que j'accompagne et qui vient de signer un partenariat avec Natixis, qui est une société que vous allez pouvoir rencontrer lors de prochains webinaires, qui fait de la transmission ultra sécurisée de documents et qui en fait répond à une problématique de Natixis qui n'avait pas été complètement appréhendée à la base, qui est celle de la gestion des clients orphelins. Et enfin, la dernière approche, qui est la plus simple mais la plus rare, c'est celle de l'intégration pure et simple en fait, de la technologie dans le cycle, tel quel, en fait, de manière assez brute, pour répondre à la problématique. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans l'innovation, ça marche toujours sur un cycle qui est celui de tester, d'apprendre et d'itérer. Okay. Donc, il y a une agilité très forte. Et surtout, il faut que vous ayez ça en tête pour que vous puissiez appréhender au mieux ce qu'on propose. Donc, si je prends un exemple concret… rapidement, oui, Julien, en quelques mots. Très rapidement, donc les sociétés qu'on accompagne aujourd'hui, elles ne sont jamais en silo sur une problématique spécifique. On ne va jamais avoir, par exemple, moyen de paiement ou uniquement légal. Elles intègrent tout un tas de problématiques pour pouvoir répondre au mieux aux problématiques de leurs clients. Et donc, voilà. Donc, si je prends en 2 secondes les problématiques de paiement, on a des sociétés qui font de la gestion et de la relance de factures, qui intègrent du paiement, qui intègrent aussi du scoring client, qui intègrent de l'assurance, qui intègrent de l'analyse comportementale pour faire de la prédiction. Et tout ça, donc ça entre dans cette approche très interconnectée au service des clients. Voilà, j'arrête. Merci. Alors, on a un timing à respecter, donc c'est pour ça que je me permets effectivement de te donner des infos sur le temps qui passe. Alors, merci d'avoir partagé avec nous cette vision en tant que chef de projet d'incubateur Folk. Qu'en penses-tu, Jean-Louis? Est-ce que tu peux, toi, nous présenter, parce qu'ils sont nombreux, des personnes qui travaillent dans le cadre de leur fonction dans le monde de la finance. Est-ce que tu peux nous présenter les tendances qu'on constate, nous, au niveau de la banque, sur ces impacts et ces changements qui concernent la finance, avec des illustrations concrètes? Oui, Erika. Donc, Julien vous a fait brosser un tableau méta un peu. Là, je vais essayer de vous faire partager 6 tendances de fond, de manière à bien comprendre derrière ce que vont faire les startups qu'on va vous présenter. C'est vous présenter des tendances qui sont en train d'éclore. Ça ira jusqu'à où ça ira, mais en fait, en tout cas, elles sont là aujourd'hui. Alors, la première tendance de fond, je vous la mets ici, c'est ce que j'appelle du tiers de confiance analogique au peer-to-peer. Donc là, on rentre dans le fond du webinaire. Hein. On attaque les définitions et on attaque le contenu. Si je prends un exemple de la banque avant, là, j'ai pris l'exemple de la gestion du poste client et du financement du poste client. Avant, la gestion du poste client, c'était l'apanage de sachants qui s'appelaient Banque de France ou Banque tout court, qui cotaient les clients. Et en fonction de cette cotation, on gérait son risque, la société gérait son risque, ou pas d'ailleurs. Et nous, en tant que banquier, on donnait un financement ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ce que l'on voit apparaître avec l'explosion de la data et l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, la mise en commun des data utilisateurs devient plus prédictive que le sachant. Je m'explique. Aujourd'hui, si j'observe le comportement de paiement de certaines sociétés à travers les fournisseurs et que j'agglomère tout ça, c'est ce que j'appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire qu'au lieu
d'avoir une cotation d'une société par la Banque de France, un sachant. J'observe le comportement de cette société à travers 150 1500 clients, le tout agrégé. Et là, on a à ce moment-là une data qui devient encore plus précise. Et c'est à partir de ça que demain vont se reconstruire la gestion du poste client, la gestion des encours et l'accès au financement. Voilà. Ça c'est une première tendance. On passe vraiment d'un tiers de confiance analogique à une mise en commun de data. Première tendance. Deuxième tendance, c'est effectivement la dématérialisation. Donc, la dématérialisation, ce n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans, Cédric nous en parlera que ça existe. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas qu'est-ce qui a changé, c'est qu'est-ce qui s'est ajouté à ça. Donc, avant, j'avais bien une saisie manuelle des données de la facture papier. Aujourd'hui, j'intègre automatiquement les données issues de la facture numérique. Il y a eu 2 facteurs d'accélération de cette dématérialisation qui entraînent ce qu'on appelle la RPA, c'est-à-dire l'automatisation des process. C'est premièrement le phénomène d'APIsation des programmes et des fonctionnalités. L'APIsation, pour faire simple, c'est le fait qu'un programme dialogue avec un autre sur le même langage. Donc, avant, si j'avais une application gestion du poste client et ensuite une application cash management, il fallait que je bidouille des ponts pour que les données conversent entre elles pour que ça passe de l'un à l'autre. Aujourd'hui, c'est fini. Ma gestion du poste client exporte des données que comprend le logiciel qui fait la trésorerie. Ça s'appelle l'APIsation. Du coup, tout ça, toute la chaîne de valeur est impliquée et je peux aller jusqu'au paiement et jusqu'au suivi et jusqu'au décisionnel. Ça, c'est l'APIsation. Et en plus de ça, arrive le phénomène blockchain qui, lui, est en fait comme un certificat numérique, comme une identité numérique de la transaction qui fait que je vais pouvoir en plus sortir de ma sphère de jeu et d'aller d'un intermédiaire de confiance à un autre, c'est-à-dire par exemple d'une banque à un avocat, à un notaire, et tout ça avec la même information. Donc, ces trois phénomènes font qu'il y a une accélération très forte de la RPA. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est à aujourd'hui, la data, c'est le nouvel or noir. C'est-à-dire que la data plus le big data associé à l'IA, on passe vraiment d'une logique a posteriori à une logique prédictive. Toute la finance 1.0 est basée sur l'observation du passé. Tout l'octroi des crédits est basé sur l'observation du passé. Toutes les cotations en bourse des marchés, la constitution de portefeuilles sont basées sur des analyses du passé par des experts. À aujourd'hui, la data en temps réel commence à nous modéliser le futur et donc nous donne un temps d'avance sur la prise de décision. Donc ça, c'est fondamental parce que ça va bouleverser tous les équilibres, toutes les ressources de financement, que ce soit de la PME jusqu'au particulier, jusqu'au grand groupe qui va être coté. On passe vraiment d'une analyse a posteriori à du prédictif. Ça, c'est la troisième grande tendance. La quatrième grande tendance, c'est bien, et là, quand le machine learning remplace le gestionnaire de patrimoine ou l'analyse crédit. Avant, je confiais à un spécialiste ma gestion de titres actifs. Enfin, avant, même encore maintenant, oui. En 1.0. Demain, la machine learning va observer le comportement des meilleurs traders ou de ceux qui prennent les meilleures décisions de crédit, si je prends actif-passif. Va les dupliquer, va les analyser, va les modéliser, va les projeter et derrière, va les reproduire sur mes propres actifs. Donc, aujourd'hui, dans les grandes tendances de gestion de portefeuille, pour 1 000 €, vous pouvez avoir le comportement d'un meilleur trader de la planète en machine learning. Ça, c'est des tendances qui sont très fortes aussi en gestion d'actifs. Avant-dernière tendance, Bank as Utilities. Donc, on vient bien d'un monde de monopole de transfert de fonds où aujourd'hui, on est dans un intermédiaire où en fait, le système bancaire ne sert que d'infrastructure à du serviciel. C'est aujourd'hui toutes les fintechs que l'on peut observer, c'est bien du serviciel, des couches servicielles qui viennent s'ajouter au-dessus de la banque. Mais par exemple en ergonomie ou dans les paiements, si on prend PayPal par exemple, ou même Adyen ou Stripe, c'est bien du service donné qu'utilise en utilities le réseau bancaire. Donc ça, c'est bien ce qu'on vient d'observer, c'est d'une situation de monopole à une situation de utilities plus servicielle. Mais si on regarde ce qui se passe dans les cryptos, et on en parlera lors d'un webinaire, par exemple, si on prend la semaine dernière, c'est-à-dire on est quel jour? On est mardi, il y a 4 jours, donc c'est une question d'heure, PayPal annonce
la crypto, mais pas que, et aussi la crypto dans les règlements inter-entreprises. Ça veut dire que là, on franchit encore une autre étape. C'est-à-dire que, est-ce que ça se fera ou pas? Mais PayPal serait en capacité de faire des règlements inter-entreprises sans même utiliser Bank as Utilities. Donc là, on franchirait encore ou pas, parce que tout ça, c'est une question de règles et de conformité. Mais là, on est vraiment à l'aube peut-être d'un troisième mouvement. Enfin, tout ça, si je synthétise tout ça, on vient bien d'une notion de transactionnel où j'octroie le crédit, où je gère le patrimoine, à une finance du producteur au consommateur. Pourquoi? Parce que d'abord, la data va pouvoir passer du transactionnel au peer-to-peer. J'ai expliqué tout à l'heure. La blockchain et les cryptos vont pouvoir relier le lien indéfectible entre celui qui emprunte et celui qui prête, ou celui qui place et celui qui investit. Ce qui a fait claquer en 2008 dans les subprimes, c'est bien qu'on avait coupé le lien indéfectible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne savait plus qui finançait les maisons. Parce que la titrisation faisait qu'il y avait toute une série d'intermédiaires qui fait qu'on avait perdu le lien. Aujourd'hui, la blockchain permet de reconstruire le lien. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à fiabiliser le crowdsourcing. Le crowdfunding qui est arrivé en 2008, en début des années 2000, n'a pas vu le plein essor. Pourquoi? À cause de ça. Parce qu'à un moment donné, on ne savait plus en quoi j'investissais. Et donc, je faisais confiance à un intermédiaire qui n'était pas une banque, qui n'avait pas la légitimité. Mais on voit bien que quand j'ajoute cette technologie de data peer-to-peer, qui va retracer le lien indéfectible, plus la blockchain, on va bien passer d'un marché régulé, tarifé par des experts intermédiaires, à une finance en circuit court du producteur au consommateur. Ça, c'est fondamentalement nouveau. Ça sera une des premières conclusions de mon intervention, c'est que nous sommes à l'aube de passer d'une finance d'expertise à la finance en circuit court. Et ça rejoint bien la transformation sociétale et environnementale. On est exactement dans la même logique. C'est qu'on passe d'une finance d'expertise à une finance collaborative. Enfin, on va peut-être passer. Parce que ça, je vous parle de tendances qui sont en train de se vivre, que l'on va découvrir d'ailleurs avec nos startups. Là, c'est un tour de chauffe, mais on va bien zoomer sur toutes ces thématiques de manière très précise pour prouver et surtout illustrer tout ce que je suis en train de raconter et de bien faire comprendre que ce mouvement de finance d'expertise à finance collaborative, il aura lieu, il n'aura pas lieu, mais ça peut tout changer. Alors effectivement, avant de vous présenter ce programme des startups, ce programme qui nous attend dans le cadre de cette série de webinaires, Cédric, toi en tant que représentant de la DFCG, quels sont pour toi les enjeux, au regard des tendances qui ont été décrites par Jean-Louis, les enjeux pour les directeurs financiers de demain? Alors c'est vrai qu'arriver en fin de parcours avec les présentations éminentes de Julien et de Jean-Louis, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce sur quoi je vais revenir, c'est véritablement ce passage, ce changement de paradigme. On l'a dit, à partir des années 2000, globalement, les directions financières ont concentré leurs efforts sur cette recherche, on l'a dit, de gains de productivité par l'optimisation des flux transactionnels. On était sur la fin du déploiement des ERP, même si aujourd'hui, il y a toujours évidemment des sociétés qui travaillent sur ces thématiques-là, et aussi la montée en puissance de solutions totalement intégrées de gestion des flux, notamment sur la partie purchase to pay, pour ceux qui connaissent, sur la partie fournisseur et order to cash sur la partie client. Donc, véritablement au cœur du numérique et de la dématérialisation des flux informationnels. Jean-Louis a largement insisté là-dessus. Et aujourd'hui, véritablement, 20 ans après, et je ne vais pas dire que les ERP n'ont pas tenu toutes leurs promesses sur la partie transactionnelle, mais moi qui suis directement dans le monde de la finance d'entreprise, on a toujours ce qu'on appelle ces irritants du quotidien qui persistent, notamment au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui, et toujours d'ailleurs les CSP Finance, où on est toujours en quête de rationalisation et où les enjeux, on en a parlé, de la RPA, visent à automatiser cette fameuse
main-d'œuvre humaine sur des tâches simples, standardisées et répétitives. Donc, on a toujours quand même une quête d'optimisation du transactionnel. Mais ce n'est pas du tout aujourd'hui le sens de l'histoire. Julien l'a très bien dit, Jean-Louis également, on est au cœur du décisionnel. On est au cœur des enjeux de la mesure de la performance. Nos fonctions ont totalement changé. Je vais parler rapidement du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion ne s'appelle plus tant contrôle de gestion. Il s'appelle pilote de la performance, manager de la performance. L'enjeu n'est plus tant de mettre à disposition des données fiables, il faut mettre à disposition des données pertinentes. L'enjeu n'est plus tant de remettre à disposition des informations dans le respect des délais, mais plus en temps voulu. Et ce n'est pas tant de respecter un processus budgétaire, c'est d'éclairer les décisions. Voilà les changements profonds qui sont intervenus. Donc, principal défi, le big data associé à l'intelligence augmentée vers effectivement des enjeux de mise en place de projets décisionnels. Alors, quand vous allez, vous, financier d'entreprise, et je sais que vous avez ces projets à l'esprit, c'est un peu des prochains mois, des prochaines années, c'est véritablement de maîtriser sa data, de maîtriser sa donnée. Je vais faire une petite parenthèse, moi qui interviens aussi sur la transformation digitale des fonctions RH. Les fonctions RH, ils ne font plus de la gestion des ressources humaines, ils font du pilotage du capital humain. L'objectif, c'est de pouvoir, évidemment, connaître ses talents, anticiper les comportements. Jean-Louis l'a dit, on a passé le cap du descriptif explicatif pour aller vers le prédictif et le prescriptif, voire. L'enjeu, c'est de sortir de nos rétroviseurs qui regardaient derrière pour effectivement ouvrir le spectre du futur. Donc, aller passer de cette recherche de gains de productivité à l'identification de leviers de compétitivité pour se différencier, pour être en mesure de réagir dans ce spectre de la vitesse et de l'action. Et aujourd'hui, la donnée, c'est quoi avant tout? Et ça doit être quoi? Ça doit être une information. Donc, on est dans une société en quête de sens. On n'arrête pas de le dire. La donnée n'a pas de valeur si, comme le pétrole, elle n'est pas raffinée. Donc, il faut qu'elle soit mise en qualité. On procède, lorsqu'on fait du décisionnel, à des projets de master data monitoring. On fait des référentiels, on met en qualité effectivement la donnée pour la transformer en information et, au-delà de l'information, en connaissance, en intelligence. C'est ça, effectivement, aujourd'hui, le sens de cette transformation. Et pour aller plus loin, il faut aussi faciliter cet accès à l'information. Julien l'a dit, on est dans une vision de plus en plus transversale. J'aime bien dire que moi, les solutions technologiques doivent contribuer au décloisonnement, au désilotage des organisations. On a un changement qui s'opère, et je l'ai évoqué sur la partie notamment transformation managériale. On est de plus en plus dans les projets, dans les usages des outils, qui sont d'ailleurs de plus en plus à la main des utilisateurs plutôt qu'entre les mains des utilisateurs. Jean-Louis l'a dit, Julien l'a martelé, l'usage, l'expérience utilisateur. Alors, Cédric, pour conclure très rapidement, puisqu'il ne te reste plus qu'une minute. Alors oui, faciliter. Alors mes prédécesseurs ont effectivement eu un temps de parole relativement important. Oui, je vais effectivement conclure. Donc la data, le décisionnel, orienter la prise de décision. Et évidemment, étant donné qu'on évoque cet enjeu de l'information, il y a évidemment tout ce qui tourne autour des risques de fraude, l'accélération à la falsification des documents, donc des enjeux de cybersécurité, des enjeux évidemment de conformité. Et puis, je ne saurais trop le dire, on est dans un monde changeant au travers de l'optimisation des expertises fiscales, sociales. Donc, on a aussi en quête la recherche de technologies qui nous accompagnent dans le traitement de toutes ces problématiques ad hoc. Donc, voilà.
Merci Cédric. C'est vrai que malheureusement… En tout cas, juste un point, parce que je n'arrête de le lire en ce moment. Les CFO vont devenir des CVO, des Chief Value Officer, la création de valeur, donner du sens à la donnée, créer de la connaissance, créer de la richesse, créer de l'intelligence dans l'entreprise. Merci Cédric. Malheureusement, le temps nous est compté. C'est vrai qu'on veut laisser aussi quelques minutes à l'issue de la présentation de Julien, à qui je vais donner la parole pour nous illustrer les tendances de la digitalisation au travers des startups incubées dans le Folk Ratechnologie et qu'on aura le plaisir d'entendre et d'écouter lors des prochains webinaires. Et à l'issue de ta présentation, Julien, effectivement, on vous laissera un petit temps de questions-réponses. Super, merci beaucoup. Donc, en fait, pour donner du concret à tout ce qui a été mentionné jusqu'à maintenant, on va décliner les différents pôles qu'on a mentionnés sur les prochains webinaires en mettant en avant 2 à 3 startups qu'on accompagne à Euratechnologie pour que vous puissiez voir de manière très concrète quelles sont leurs offres de valeur et éventuellement pouvoir travailler directement avec elles. Donc, premier rendez-vous qu'on vous donne sur le cash financement, c'est le 1er décembre à 11h30. On mettra en avant 2 startups qu'on accompagne à Euratechnologie qui s'appellent Trade-in et LeanPay, qui sont en fait directement impliquées dans les problématiques de délai de paiement, qui sont des problématiques essentielles aujourd'hui, notamment du fait de la situation économique actuelle. Et qui en fait apportent des solutions assez différentes les unes des autres sur ces délais de paiement. Ça va du scoring de clients fournisseurs jusqu'à la démat de factures avec de la relance et de l'intégration d'une offre d'assurance aussi. Et, bonjour. Et voilà. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous, 1er décembre 2020 à 11h30 avec Trade-in et LeanPay. Ça illustrera la tendance 1, peer-to-peer, transactionnel. Exactement. Le rendez-vous d'après, donc ça sera le 14 janvier 2021. Sur le décisionnel gestion, on mettra en avant 2 startups, donc Amalia et OpenTime, qui proposent en fait toutes les 2 des logiciels permettant d'optimiser les ressources humaines. Donc toujours dans cette approche désilotée en fait. Qui concerne évidemment les directions financières. Amalia, elle permet de beaucoup mieux d'appréhender les rémunérations variables des commerciaux et de pouvoir les lier en fait avec de la performance effective. Et OpenTime, c'est un logiciel qui intègre la gestion de tout un tas de problématiques, temps de travail, fiches de paie, devis et facturation, notes de frais, etc. Le troisième webinaire, donc ça sera sur décisionnel data. Ça sera le 16 février 2021 à 11h30 encore. On mettra en avant 2 startups qui sont très prometteuses d'Euratechnologie. La première, c'est Tensorial et la deuxième, c'est Scapane. Toutes les 2, avec des approches un peu différentes, vous donnent des solutions clés en main pour collecter de la data, pour la raffiner, telle que j'aime bien l'image que Cédric avait utilisée, et en fait pour pouvoir l'intégrer dans le pilotage de votre activité. Okay. La suivante, c'est dématérialisation. Ça sera le 16 mars 2021, toujours à 11h30. 2 startups, Paperwork et TimeRef. Donc, c'est 2 startups qui permettent de collecter, de sécuriser et d'échanger des documents de manière hyper sécurisée avec un contrôle de A à Z de la chaîne de valeur et de la possession de la donnée. Donc, c'est des sujets qui sont essentiels actuellement. Paperwork, ça va être plutôt de la collecte et de la suivi de constitution de dossiers de manière hyper efficace et user-friendly. Et Timely Up, avec leur solution TimeRef, c'est à peu près la même proposition. Ils intègrent en plus de ça une solution qu'ils ont développée eux-mêmes de signature. Le suivant. Donc, sujet extrêmement important. C'est pour ça qu'on a mis 3 sociétés sur la cybersécurité. Évidemment, dès qu'il y a de la data, il y a des problématiques de sécurité.
Ce webinaire, ça sera le 22 avril 2021, toujours à 11h30. On met en avant donc 3 startups, Discover, Last Infosec et Oversock. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez technique, mais grosso modo, Discover, eux, ils sécurisent tout ce qui est communication VoIP, donc exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Il y a des grosses problématiques de sécurité parce qu'il peut y avoir des intrusions et donc des gens qui écoutent vos conversations et écoutent vos réunions. Et Discover permet très rapidement de tester en fait la fiabilité de vos systèmes et d'y répondre si jamais il y a une brèche. Last Infosec, c'est de la cyberdéfense. Ils vont analyser des flux de données et pouvoir détecter très rapidement s'il y a eu des intrusions dans vos systèmes. Et Oversock, ils permettent une cartographie des systèmes d'information et de manière très visuelle, vous permettent de voir quels sont les points chauds dans votre infrastructure. Le webinaire suivant, donc c'est Legal Blockchain, sujet qui est très cher à Jean-Louis. Il y a deux sociétés qu'on va mettre en avant, une qui s'appelle Utocat et l'autre qui s'appelle Blockpulse. Donc ce webinaire, ça sera le 20 mai 2021. Toutes les deux sont sur la digitalisation et la tokenisation de l'actionnariat. Une Utocat dans l'objectif de pouvoir l'intégrer dans des plans de PME, donc ça c'est dans des plans de PEA. C'est hyper important pour pouvoir donner accès en fait à l'épargne, pour pouvoir flécher l'épargne en fait vers des entreprises qui sont non cotées. Donc dans votre problématique de financement, ça peut être des solutions hyper innovantes. Et Blockpulse, c'est de la même manière, il propose en fait de digitaliser l'actionnariat pour pouvoir faciliter toutes les démarches qui sont liées à la levée de fonds. Le webinaire suivant. Ça, Jean-Louis, je te laisse prendre la main. Le webinaire suivant, on n'a pas encore déterminé les intervenants parce que ça dépendra de vos réactions, à savoir si on le centre sur les moyens de paiement actuels, c'est-à-dire tout ce qui est serviciel du type Adyen, Stripe ou compagnie, ou si vous souhaitez, c'est ce qu'on vous demandera, partir sur les moyens de paiement, par exemple, de demain, puisque, par exemple, ce week-end, j'ai encore lu qu'il y a un pays qui réfléchit à, par exemple, monétiser la data via des smart contracts blockchain qui deviendraient le moyen de paiement de manière à aller au revenu universel. Donc on va voir dans quel scope on part, si on reste dans le scope plutôt actuel ou si on vous emmène dans 10 ans. On a résumé tout ça sur un slide. Donc évidemment, le PPT est à votre disposition, les dates sont à votre disposition. Vous voyez qu'on fait ça une fois par mois à 11h30. On va ouvrir les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on vous réponde. Et l'idée, c'est bien de démystifier et de bien comprendre tout ça à travers nos start-upers, quoi. Donc là, le premier tour de chauffe qu'on a fait à 3, c'est pour déjà vous mettre en appétit, puis essayer de vous faire comprendre déjà la tendance, de manière à pouvoir écouter nos start-upers qui vous nous envoyez, j'en connais quand même pas mal, assez lourd. Est-ce qu'on a des questions? Alors, ici, arrêtez. Alors, on a une question. Crédit égale crédéré égale confiance. La banque doit rester un tiers de confiance pour survivre plutôt que d'intermédier des flux financiers. Et doit intermédier des données après les avoir sécurisées. Cédric, tu veux répondre? On peut effectivement être partagé sur le sujet. Je pense que là encore, tout est une question effectivement qui tourne autour de cette notion de confiance. Il y a eu effectivement… Alors, qu'est-ce qui a conduit d'ailleurs à la mise en place de la blockchain? Alors, tu l'as traduit, hein, la blockchain, j'ai une transaction. Je la mets dans un bloc, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle blockchain, hein, et je la mets à disposition d'une chaîne d'algorithmes. Et c'est finalement le meilleur qui effectivement apporte la meilleure solution, qui remporte la mise. Et d'ailleurs, on
payaient à un moment donné en Bitcoin ceux qui gagnaient effectivement et qui proposaient le meilleur algorithme. Je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir rétablir cette notion effectivement de confiance. Ensuite, je pense que là encore, c'est pour ça que moi, je ne parle jamais de rupture, de disruption, où je considère que les choses peuvent également fonctionner en parallèle. Ça consiste à dire que la banque peut, à mon sens, continuer de gérer un certain nombre de transactions, mais qui doit aussi être laissé l'option à certains de gérer leur flux transactionnel en dehors de tout tiers de confiance entendu effectivement en tant que partenaire bancaire. Donc voilà, en tout cas, peut-être une réponse de Normand, mais en tout cas, la vision que j'en ai sur l'intermédiatisation et la gestion des flux financiers. C'est vrai que quand on touche effectivement à ces enjeux effectivement de confiance et quand on crée de la défiance, lorsqu'on nous propose des solutions technologiques qui permettent de sortir de cela, alors ensuite, là encore, la blockchain, la crypto-monnaie, ça mérite encore d'être démocratisé au cœur des organisations pour prendre demain, si ça doit le faire d'ailleurs, tout son sens. Il y a ceux qui effectivement sont dans une approche de mode, ils disent voilà, il me faut effectivement des plateformes de blockchain, je veux faire de la crypto-monnaie, je veux sécuriser, etc. Et donc, je ne veux pas dire qu'ils foncent un peu tête baissée. Et puis, il y a ceux qui effectivement ont une défiance sur la blockchain. Prenons effectivement l'enjeu autour de l'intelligence augmentée. Moi, d'ailleurs, je ne parle pas d'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, je parle d'intelligence augmentée. Et quand vous savez aujourd'hui que nos algorithmes développés par nos data scientists sont des boîtes noires, c'est-à-dire que lorsque vous avez finalement une tendance qui vous est donnée, vous ne savez pas du tout comment effectivement elle a été construite, on peut également assez naturellement, et c'est humain, s'interroger sur la fiabilité, entre guillemets, de quelque chose qui nous est restitué et finalement dont on ne connaît pas la mécanique. Donc voilà. Voilà. La technologie est aussi au cœur de la défiance. Merci Cédric. Il y a une deuxième question qui vient d'arriver qui est un peu similaire à les crypto-monnaies, les banques ont-elles du souci à se faire? Alors, ma conviction, c'est que la mienne, la banque a toujours été le bras armé de l'État. Donc, il existera toujours une banque, même si elle est basée sur des crypto-monnaies. Par contre, ce qui risque de changer, c'est qu'elles ne seront pas détenues par les mêmes personnes. Mais il y aura toujours forcément un système de régulation et de distribution de la monnaie et du crédit. Ça s'appellera via les GAFA ou on ne sait pas. On ne sait pas encore, parce qu'aujourd'hui, la blockchain, ce qui est vraiment révolutionnaire dans cette technologie, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où une technologie nous permet techniquement de nous abstenir d'un certificateur de confiance. Et c'est bien dans ce sens-là où la blockchain, quand Sakamoto, là, en 2008, a livré les clés de la blockchain sur le Darknet, c'était bien un acte anarchiste dans le sens où c'était la première techno qui permettait de ne pas avoir de fonctionnement centralisé. Donc voilà, où on en est aujourd'hui, parce que crypto et blockchain sont deux sujets différents finalement, la crypto n'étant qu'un usage de la blockchain. Donc, sur la blockchain, je suis assez confiant dans le sens où ça va permettre des transactions de pair à pair et d'intermédiaire à intermédiaire en termes de ou des partages d'informations. Oui, ou des partages d'informations confidentielles, sécurisées. La mise en relation de portefeuilles fournisseurs, de portefeuilles clients, si on a envie, etc. etc. Ça, effectivement, comme tu le disais, ça englobe pas mal de choses. En revanche, sur la crypto, il va falloir observer. Alors, je voudrais aussi donner quand même un petite notion de temps. On a mis plus de 20 ans à se servir du paiement sans contact. Donc, demain, payer en blockchain, je pense qu'on sera tous à la retraite.
pour commencer à payer avec de la blockchain. Parce que le temps du sans contact par rapport à la CB, ça a mis plus de 20 ans et c'est finalement le Covid qui nous a fait accélérer cette tendance. Donc, demain, payer en blockchain, pour l'instant, c'est de l'ordre. Jean-Louis, à ceci près, selon moi, c'est que le cycle d'intégration de l'innovation est pas sur une courbe linéaire. Hein. C'est en train de s'accélérer de manière très, très forte. Et les attentes sont assez fortes. Moi, je rajoute un truc sur les crypto-monnaies et sur la blockchain qui n'est pas mentionné généralement, mais parce que tout le monde dit que c'est technologie d'avenir, je suis assez d'accord. Il y a une problématique essentielle qu'on n'adresse pas, c'est celui de la consommation d'énergie, parce que c'est extrêmement vorace en termes de consommation d'énergie, ce qui peut être un vrai problème, parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on essaye de mettre en place actuellement, quoi. Donc, je suis d'accord, il y a la crypto-monnaie à voir et le rôle centralisateur des banques centrales, des États et tout ça. Je ne sais pas s'ils iront contre ça à un moment donné. La blockchain, c'est un levier extraordinaire pour tout un tas de choses. Il y a cette problématique d'efficacité énergétique qui doit être quand même adressée pour passer à l'échelle, quoi. Voilà, si on a tenu les délais, hein, Il nous est sommes midi 32, à oui. 1 heure, donc merci de votre participation. J'espère qu'on vous a donné envie de participer au prochain. Donc le prochain, c'est le 1er décembre à 11h30. Hein. Vous recevrez les invitations, bien sûr, hein, et où là, on parlera de paiement interentreprise, de compte client, de gestion du compte client et de gestion du risque client à travers la data échangée. Et de gestion de trésorerie, essentielle actuellement. Et de gestion de trésorerie aussi. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que, évidemment, avec Cédric et Julien, on s'est dit, mais où est-ce qu'on met le niveau en termes de technologie? Parce que forcément, on peut aller très, très loin. N'hésitez pas à nous dire si on était au bon niveau. Hein. Ça nous intéresse. Ce qui sera peut-être effectivement l'occasion d'éclaircir des points lorsque il sera question de rentrer dans le détail des technos et des projets développés par les startups en question, en tout cas. Hein. OK, parfait pour le niveau. Super. OK. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.